Vous vous demandez si vos articles de seconde main, vos articles dits classiques, vos vêtements vendus sur des plateformes dédiées comme Vinted, Vestiaire Collective ou encore Le Bon Coin est assujetti à un impôt ou à une taxe. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais que c'est un sujet qui fâche, donc s'il vous plaît, je suis là juste pour informer, je ne suis pas le législateur. Et vous le savez, sur ma chaîne, on parle principalement de maroquinerie et forcément, il y a parfois des pièces de luxe. On parle souvent d'investissement, mais jamais de ce sujet qui est la taxation de nos articles vendus. Dans quelles conditions on doit payer une taxe? Parce que oui, dans certaines conditions, on est taxé. Mais je vais vous expliquer ça, pas de panique, il y a vraiment un palier à atteindre, détendez-vous, le but est surtout de vous informer, nul n'est censé ignorer la loi. Et surtout, je trouve qu'il est important, quand on parle de luxe, c'est vrai que nous on parle souvent de pièces de luxe. Je n'ai pas vu encore de retour à ce sujet sur YouTube, de personnes qui auraient vendu des sacs à main et qui auraient été imposés. Parce que vous allez voir, les articles qui sont potentiellement taxables à la revente sont forcément des articles de luxe, des articles qui valent cher. Je vais vous expliquer ça. Nous allons pouvoir commencer le sujet de la fiscalité en France sur les ventes en seconde main de nos articles, surtout que depuis l'émergence de plateformes comme Vinted, Vestiaire Collective ou Le Bon Coin, on a pris comme usage de revendre les affaires que nous utilisons plus. Moi, personnellement, je trouve ça super. Forcément, le législateur n'est pas passé à côté de ça et a instauré une réglementation plus ou moins floue sur certains critères. Si vous êtes sur Vinted, en début d'année, vous avez déjà dû recevoir le message de Vinted qui vous annonce que vos informations de vente ont été envoyées à l'administration française. Normalement, je dis normalement parce que ce n'est pas l'usage, normalement, cela est fait automatiquement dès que vous remplissez ces deux critères qui devraient être cumulatifs dans la loi, mais qui ne sont pas forcément respectés par les plateformes. C'est soit avoir cumulé un total de 3 000 € de ventes sur l'année et d'avoir dépassé le nombre de 20 ventes. Aujourd'hui, on observe que des plateformes comme Vinted ne se basent que sur un seul critère. De toute façon, je vous mettrai toutes les sources et toute la documentation en barre de description pour pouvoir faire vous-même vos recherches. Lorsque vous remplirez votre déclaration d'impôt, vous aurez un pop-up avec la désignation des différentes plateformes et les ventes que vous avez réalisées, le montant des ventes que vous avez réalisées. Mais cela ne veut pas dire que vous serez imposé. L'objectif en fait de ce transfert de données, sûrement au fisc et peut-être à des contrôleurs, c'est de vérifier que vous n'êtes pas un revendeur caché. Il y a une notion de régularité qui aujourd'hui est vachement floue. Normalement, tant que vous vendez vos affaires de façon occasionnelle, vous n'êtes pas considéré comme un professionnel. Par contre, la notion d'occasionnel n'est pas définie par des critères. Ça sera au cas par cas que celui-ci sera analysé. Certaines plateformes vont mettre eux-mêmes des critères pour estimer si vous êtes un vendeur professionnel ou un vendeur occasionnel. La régularité des ventes rentre en jeu. Le montant des ventes rentre en jeu et la nature des objets vendus. Par exemple, vous vendez X robes, toujours la même, de différents coloris, sous un compte considéré comme un compte personnel à un rythme récurrent, vous pouvez être requalifié par l'administration française, par le fisc, comme un professionnel qui se cache derrière le compte d'un particulier. D'ailleurs, on a pu voir sur Vinted une chasse aux comptes professionnels. Beaucoup de gens ont reçu des messages alors que ce ne sont pas des professionnels, ce sont des particuliers mais qui ont vraiment beaucoup d'articles, qui se sont décidés à faire un vide-grenier, qui mettent 50 000 articles en même temps et là, bim, Vinted les menace de les bloquer s'ils ne passent pas en pro. Donc ça arrivé pas mal de fois. C'est tout simplement peut-être un critère que Vinted a mis en place, je ne sais pas, c'est de l'hypothétique, pour identifier les personnes qui pourraient avoir des comptes un peu trop professionnel ou voir trop d'articles pour être tout simplement un particulier. La problématique, c'est la définition d'occasionnel. Tant que le législateur ne définira pas concrètement qu'est-ce que occasionnel, tant de ventes par an, à tel montant ou à quel rythme, c'est à l'appréciation des contrôleurs et des plateformes de juger ou non si c'est occasionnel ou non. Donc là, ça reste un petit peu flou. Mais même si vous dépassez le seuil de 3 000 € par an et plus de 20 ventes,
ça ne veut pas dire aujourd'hui que vos ventes vont être imposées. Elles seront certes déclarées, accessibles à l'administration française, aux impôts, mais vous ne serez pas assujetti à un impôt dessus. Par contre, je ne sais pas si ça va rester comme ça dans le temps, hein, les mœurs changent. Je sais qu'il y a eu même des dérives par rapport aux ventes Vinted dans certaines régions qui ont déduit le montant perçu par mois des personnes au RSA de leur allocation. Donc s'ils avaient fait une vente de 8 €, ils avaient moins 8 € sur leur RSA. Donc ça, c'était des dérives qui sont arrivées. Normalement, il y a eu même, je me rappelle, j'avais lu un texte du Parlement où ils avaient débattu de cette problématique dans certaines régions, où même ils avaient mis, voilà, tu dois déclarer si tu es au RSA tes ventes Vinted. Alors, je ne connais pas la législation sur le RSA, donc moi, je ne sais pas si ça va rester comme ça encore longtemps, mais clairement, aujourd'hui, on va pas se mentir, ça devient une habitude de revendre nos affaires que nous portons pas. Je ne suis pas pour une taxation, pas du tout. Donc on récapitule. Si vous avez fait plus de 3 000 € par an et ou, selon les plateformes, plus de 20 ventes, vos données seront envoyées à l'administration française, mais cela, vous n'êtes pas imposable, sauf si vous faites de l'achat-revente caché. Peut-être que l'administration pourra voir dans vos relevés qu'il y a quelque chose qui est louche et pourront intervenir et venir vous faire un petit contrôle. C'est complètement possible. Mais sinon, non, vous ne paierez pas d'impôt sur vos ventes Vinted. Mais, il y a un mais, hein, si je fais cette vidéo, mais si vous vendez une pièce à plus de 5 000 €, qui est considérée comme un bien meuble, un bijou, des métaux précieux, collection d'art, vous serez assujetti à une taxe forfaitaire selon le bien vendu. Donc je pense qu'il était important de voir la législation ensemble, puisqu'on parle souvent de sacs de luxe qui peuvent parfois dépasser les 5 000 € à l'achat. Et donc si on les revend, on peut être assujetti à une taxe. Mais je vais vous expliquer les conditions et sur quelle partie on est taxé. On va commencer par les biens meubles. À plus de 5 000 €, qui est considéré comme un bien meuble, sera assujetti à la taxe forfaitaire des plus-values. On va définir d'abord ce qui est un bien meuble. En fiscalité française, un bien meuble est tout objet qui peut être déplacé. En opposition à un bien immeuble, qui est un bien immobilier, un bien meuble peut être tout objet, vraiment tout objet, un vase, un pantalon, un sac à main, et quand on le déplace, il n'est pas endommagé. À savoir que dans la taxation forfaitaire des plus-values qu'on va aborder et exonérer les meubles meublants, eux sont exonérés, les automobiles, attention, les voitures de collection ne sont pas exonérées, et les appareils électroménagers. Donc si vous vendez votre canapé plus de 5 000 €, vous n'êtes pas assujetti à la taxe forfaitaire de la plus-value. Donc si on réfléchit bien, un sac à main est un bien meuble. Donc quand vous vendez un bien meuble à plus de 5 000 € égal ou plus de 5 000 €, on doit payer cette fameuse taxe forfaitaire sur les plus-values. Donc si vous comprenez un petit peu le titre, forcément, vous êtes taxé à partir du moment où vous faites une plus-value, et c'est seulement sur la plus-value que vous êtes taxé. Donc exemple. Donc clairement, si je vends ce sac qui m'a coûté plus de 5 000 €, mais on va arrondir à 5 000 €, et que je le vends à 6 000 €, je fais donc une plus-value de 1 000 €, les 1 000 € seront taxés. Alors de combien je vais être taxé? Accrochez-vous. Donc sur ces 1 000 € que je devrais déclarer via un CERFA, on va aller voir dans un second temps le CERFA, au total avec la taxe forfaitaire et les prélèvements sociaux, je serai taxé à hauteur de 36,2%. 36,2%. Donc concrètement, si je fais un bénéfice de 1 000 € sur la revente de ce sac, je dois payer une taxe et des prélèvements sociaux à hauteur de 362 €. Comme on va décortiquer un petit peu ces différentes taxes, il est important d'avoir les petites notions. Donc un taux forfaitaire est un taux d'imposition imposé de manière fixe, sans tenir compte des revenus ou de la situation financière du contribuable. Ça s'applique, c'est 30%, basta. Et les prélèvements sociaux en France sont des cotisations qui vont financer différentes institutions comme la sécurité sociale, les systèmes de santé ou d'autres prestations sociales. Donc on va décortiquer ces 36,20% d'imposition, d'imposition et de taxation. Donc vous avez une taxe forfaitaire à 19%.
C'est fixe, c'est net et des prélèvements sociaux qui atteignent un total de 17,20 qui va se décortiquer en 3 catégories. Vous avez 9,20 de la plus-value qui est destinée à la contribution sociale généralisée, 0,5 du montant de cette plus-value qui est dédié à la CRDS, soit contribution au remboursement de la dette sociale, et 7,5 du montant de la plus-value pour le prélèvement de solidarité. Je crois que c'est un terme qui a été changé. À la base, c'était un truc avec le RSA. Dites-moi si je me trompe ou pas. Donc, le total de 17,20 pour les prélèvements sociaux. Donc, ça fait quand même 36,20 de la plus-value qui sera dédiée à payer ces taxes et ces prélèvements sociaux. À savoir qu'il y a un abattement par rapport à la durée de détention de l'objet, soit 5% pour chaque année de détention au-delà de la deuxième année. Donc, si on reprend mon exemple, j'ai revendu ce sac au bout de 5 ans, j'ai 3 années qui sont applicables via cet abattement de 5%, donc je ferai 3 fois 5%. Au bout de 22 ans de détention pleine, vous n'avez plus de taxes à payer. Vous êtes libre de revendre votre article et ne plus avoir tout simplement cette taxation sur la plus-value. Maintenant qu'on a vendu cet article à plus de 5 000 € et fait un bénéfice, où dois-je déclarer tout simplement ma plus-value? Vous avez le CERFA 2048-M-SD qui est tout simplement la déclaration de plus-value sur les cessions de meubles biens. Vous avez le CERFA en barre d'infos. Je vais me mettre pour le CERFA pour vous montrer un petit peu tout cela. Vous avez ici le formulaire à disposition et vous avez aussi la notice pour le remplir. Donc si on va voir un petit peu le formulaire, ça ressemble à ceci. Vous avez vraiment beaucoup de pages parce que ça regroupe plusieurs possibilités. Vous avez aussi voilà, les parts de société à prépondérance immobilière. Donc, un particulier peut remplir ce CERFA. Donc, vous avez la partie rédacteur de l'acte avec le nom, l'adresse, le courriel, et ça sera nous, dans notre cas. Vous allez avoir la désignation du cédant, c'est nous, puisque le rédacteur de l'acte peut être un intermédiaire. Désignation du représentant accrédité, nous n'avons pas de représentant. Désignation du bien cédé, on va remplir juste cette partie-là, le meuble, qui sera pour exemple un sac Chanel. Les renseignements relatifs à la cession, donc la date et la nature du transfert de propriété, le nom ou la dénomination de l'acquéreur. Je ne sais pas si sur Vestiaire Collective, on a le nom de l'acheteur et si on l'a pas, je ne sais pas si on peut mettre Vestiaire Collective puisqu'il faut en plus l'adresse de l'acheteur. L'origine de la propriété, donc sa date d'acquisition et son mode d'acquisition, que ce soit à titre onéreux, par succession ou donation. Donc pour la donation, ça sera la valeur vénale. Je vous expliquerai dans peu de temps ce qu'est la valeur vénale, à savoir qu'il est donc important de garder ces factures. Et on va passer à la page 2 où vous avez justement la partie dédiée au calcul qui va nous servir à calculer le montant à payer. Nous avons donc la cession du bien meuble qui va nous permettre de déterminer la plus-value brute. On devra indiquer le prix de cession, la somme ajoutée au prix de cession. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire ou ce que ça peut être. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Quant aux frais administratifs, seront en déduction du prix de cession pour nous donner en fait le prix de cession corrigé. On doit indiquer aussi le prix d'acquisition ou la valeur vénale. Je vous expliquerai, je vous ai dit, je vous expliquerai dans 2 minutes ce que c'est la valeur vénale. Et on prend en compte donc les frais d'acquisition, si on a des frais d'acquisition, les frais de restauration, si on a dû remettre en état l'article. Et donc l'ensemble de ces sommes fera le prix d'acquisition corrigé. Et donc la valeur brute sera le prix de cession corrigé moins le prix d'acquisition corrigé. Donc là, après, c'est la détermination de la plus-value imposable. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un abattement, donc il faut mettre le nombre d'années ici. Vous ferez donc le nombre d'années fois 5%, et donc la déduction qu'on pourra avoir sera tout simplement la valeur brute ligne 110 fois tout simplement ce pourcentage qu'on obtient, ce qui nous donnera la plus-value nette imposable. Et je vous rappelle qu'à partir de 22 ans, vous n'avez plus besoin de cet abattement puisque vous n'êtes plus
redevable de cette taxe. Ici, vous avez la liquidation des droits, comme je vous expliquais tout à l'heure, les 19% du taux forfaitaire de la plus-value et vous avez les prélèvements sociaux qui se regroupent ici, 9,2, 0,5 et 7,5%. Le total de ces 4 colonnes se retrouveront ici et ce sera tout simplement le total à payer. Donc après, vous n'avez plus qu'à signer et dater votre document. Le reste ne nous concerne pas. Donc voilà un petit peu comment faire quand vous vendez un bien meuble à plus de 5 000 € avec une plus-value. Et à savoir que lorsque vous recevez un bien à titre gracieux, gratuitement, la valeur à prendre en compte, même s'il y a une facture, etc., c'est la valeur de l'entrée du bien dans votre patrimoine. Je dis patrimoine, mais vous m'avez compris. Et pour le coup, c'est plutôt un avantage parce que imaginez un sac a été acheté en 1980, il coûtait 1 000 €. On vous le cède aujourd'hui, il vaut 4 500 €. Ce sera plutôt avantageux parce que la plus-value sera moindre. On va passer au sujet des bijoux et on va faire la différence entre des métaux précieux et des bijoux. Ce qui est considéré comme des métaux précieux, c'est des matières, des objets qui sont à l'état brut ou partiellement travaillés comme de la feuille d'or, composée soit d'or, donc d'argent ou de platine. Les pièces de monnaie or ou argent postérieures à 1800 ans sont dans la catégorie des métaux précieux. Je vous mets une vidéo qui est dédiée justement à la taxation de ces métaux précieux, puisqu'il y a quand même des notions de grammage au niveau de l'or, etc. Donc cette personne en parle un petit peu plus, qui est spécialisée, je pense, dans l'achat et la revente d'or. Donc je vous mets en barre d'infos si vous êtes intéressé par les métaux précieux. C'est vrai que nous, sur notre chaîne, on parle plus d'objets déjà finis, mais si vous vous intéressez à l'achat, par exemple, de lingots d'or, hein, vous voulez acheter de l'or, il est peut-être intéressant de s'intéresser au grammage et aux conditions. Et la particularité, c'est que peu importe le prix de vente, hein, il n'y a pas ce critère des 5 000 €, vous êtes assujetti à la taxation à hauteur de 11%, plus 0,5% de prélèvements sociaux, mais vous avez le choix entre cette taxation de 11,5% ou de choisir tout simplement de payer seulement sur la plus-value à 36,2%. Donc ça, c'est un calcul à faire. Et pour les bijoux, vous aurez aussi ce deuxième choix. Reprenons pour les bijoux. Donc, par exemple, vous avez un bijou Cartier, vous le revendez à plus de 5 000 €. Il faudra aussi le déclarer dans le mois suivant la vente. De toute façon, pour tous ces cas, vous avez un mois pour faire cette déclaration et payer votre taxe. Peu importe en tout cas que votre bijou soit composé de métaux précieux ou pas, que ce soit une montre, des diamants ou pas, vous devez payer cette taxe forfaitaire qui est de 6%, mais 6% du bien. C'est vraiment sur le montant global de votre bien. Donc évitez de vendre votre bracelet à 5 010 € parce que vous allez devoir payer 6% de la somme totale si vous choisissez cette option, avec des prélèvements sociaux à hauteur de 0,5%. Pareil, il s'agit de la contribution pour la dette sociale, mais là, vous avez que c'est 0,5%, tandis que sur la plus-value, hein, vous avez un peu plus de prélèvements sociaux. Comme les métaux précieux, vous aurez l'option entre la taxe forfaitaire sur les cessions ou exportations de métaux précieux, de bijoux, d'antiquités ou d'art, avec le CERFA 2090-SD. Il sera pareil dans la barre d'infos, ou de choisir la taxation sur seulement la plus-value. Donc ça, c'est à vous de faire les calculs et de voir ce qui est le plus judicieux pour vous. On va rapidement voir aussi cette taxe forfaitaire, hein, des cessions ou exportations des métaux précieux, bijoux, art et collections d'antiquités. Vous avez ici la désignation du vendeur, là c'est nous, en absence d'intermédiaire, hein, donc si c'est nous qui vendons directement, donc notre prénom, notre nom et notre date de naissance, notre domicile, etc. Notre SIRET, notre sirène et notre code d'activité si nous en avons une, si nous sommes professionnels, mais nous c'est pas le cas, donc pas besoin de le remplir.
Donc, vous avez la possibilité de choisir votre mode de paiement, hein, c'est assez rapide. Ici, vous avez un cadre réservé à l'administration et donc vous avez ici la désignation de vos biens vendus. Donc, la date de l'opération, les métaux précieux ou bijoux. Ici, vous pouvez mettre bracelet quartier Love. Donc, montant de l'opération. Comme on est taxé sur le prix, on ne calcule pas la plus-value. Vous avez directement la désignation entre métaux précieux et bijoux, objets d'art et collections d'antiquités. C'est 6% pour les bijoux et 11% pour les métaux précieux. Et le montant à payer juste ici. Et contrairement à la taxation sur la plus-value, ici, vous n'avez pas de système d'abattement dans le temps. De toute façon, si vous avez votre bien depuis plus de 22 ans, et là, c'est plus vers les bijoux, je pense que je me tourne, quoique certains sacs restent dans le temps, vous n'avez plus besoin de faire ces déclarations. Et avant de terminer, on va quand même passer rapidement sur le formulaire 2092-SD, qui est donc la déclaration des options pour le régime général de taxation des plus-values sur les métaux précieux, bijoux, etc., etc. Donc, ces formulaires sont assez ressemblants. Là, vous aurez quelques particularités, la désignation du bien que vous pourrez directement cocher. Et nous, on se concentre aujourd'hui sur les bijoux. Vous devez le décrire aussi. L'origine de la propriété, donc si c'est à titre gratuit, vous devez avoir du coup le prix vénal, comme je vous expliquais avant, le prix au moment de la donation. Il est important quand on vous fait une donation d'essayer d'avoir une preuve de celle-ci, généralement soit l'acte de donation, soit l'acte de décès, mais ça c'est souvent lors d'une succession. Mais voilà, essayez d'avoir une preuve, un écrit comme quoi on vous a fait le don de tel objet à tel moment. Si vous l'avez payé donc à titre onéreux, forcément, vous devez avoir la facture. Il est important de conserver vos factures et vos justificatifs, puisque il y a des justificatifs à fournir pour utiliser ce CERFA. Il est impératif d'avoir justement ces justificatifs. Et malheureusement, si vous n'en avez pas, vous serez peut-être obligé de passer par tout simplement le régime de taxe forfaitaire. Donc intermédiaire, mais nous, on fait comme si on n'avait jamais d'intermédiaire. Puis vous avez une sorte de déclaration sur l'honneur que vous devez confirmer, comme quoi vous affirmez bien, vous confirmez que les informations données sont bonnes, vous signez, etc. Donc si on va à la page 2, on retrouve un petit peu le même système que précédemment. Pour la déclaration de la plus-value sur les biens meubles, vous avez à peu près exactement le même système. La présentation sur ce CERFA est un peu plus pratique, surtout qu'ici, vous pouvez écrire directement, tandis que l'autre formulaire, il faut le télécharger et bidouiller un petit peu pour le pré-remplir, en tout cas via l'ordinateur. Donc pareil, vous avez les frais de restauration, de remise en état, etc. On ne va pas refaire puisque c'est à peu près similaire. Là, vous avez aussi le système d'abattement. Et là, on retrouve aussi la liquidation des droits avec 36,20% de taxes forfaitaires et de prélèvements sociaux. Vous avez le paiement et le choix du paiement. Donc ça reste assez similaire. Si vous avez des cas très particuliers, dirigez-vous vraiment vers un fiscaliste. Mais je pense qu'il était important d'aborder ce sujet parce que on n'en parle jamais quand on parle de sac à main. On parle souvent d'Hermès, effectivement, les prix s'envolent, on peut faire une plus-value. Voilà, c'est des sacs investissement, mais on parle jamais justement de cette taxation. Donc imaginez, vous faites une plus-value de 10 000 euros sur un Hermès, vous avez 3 600 euros de plus-value à payer. Et ça, ce n'est pas négligeable quand on se lance des affirmations d'investissement sans prendre en considération les taxes et l'imposition applicable sur les articles qu'on pourrait vendre à X années. Il faut les prendre en considération quand on met nos articles en vente. Voilà, ça serait bête d'être taxé parce qu'on a mis son article en vente à 5 000 euros plutôt que de le mettre à 4 990 euros. Il faut savoir que c'est taxé ainsi, je ne sais pas ce que le législateur nous prévoit dans X temps. Voilà, c'est applicable en 2023. Je ne serais pas personnellement surprise de voir des modifications puisque les usages par rapport aux plateformes de seconde main ont évolué, mais vu qu'on parle souvent d'investissement, hein, pour moi c'est relatif, hein, il y a pas tout n'est pas investissement dans les articles de luxe, faut se calmer aussi, mais en tout cas si vous voulez investir dans des pièces qui sont connues comme pièces d'investissement,
il faut savoir, ces données-là. Même souvent j'entends dire: «Oui, les bijoux, c'est mieux que les sacs à main pour l'investissement» et je pense que ça peut être stratégiquement intéressant effectivement, mais voilà, n'oubliez pas qu'il y a aussi, des normes. On l'oublie, moi je l'oublie, hein. Je me rappelle toujours en janvier quand tout le monde s'excite, quand tout le monde s'énerve sur Vinted et crie, C'est injuste, c'est pas normal, je vais avoir des impôts. ah ouais, janvier sur Vinted, c'est quelque chose. Mais c'est parce qu'on n'est pas forcément au courant et que la fiscalité française n'est pas si simple que ça. Là, on est resté vraiment en surface. Mais voilà, je pense que si vous commencez à acheter des Napoléons, des pièces d'or, etc., vous vous intéressez au sujet et vous vous intéressez aussi à la taxation. Donc c'est pareil pour nous. Je pense que c'était important de faire un petit point parce que même moi, il y a 2 semaines, j'avais oublié. Et surtout qu'aujourd'hui, vos données sont envoyées. Si vous utilisez une plateforme comme Vestiaire Collective, faites une vente à plus de 5 000 €. En janvier, l'administration française aura ces données dans ses dossiers, donc c'est important d'être en conformité. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Je ne recommande surtout pas de passer en zoom zoom, à se dire: «Je vends en direct seulement» parce que vous aurez quand même une pièce qui va, une somme d'argent qui va rentrer dans votre compte. En tout cas, moi, je m'amuserai pas à faire ça. Mais de toute façon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais moi, je prêche quand même la bonne parole et vous évitez, des galères si vous faites ça. Par contre, oui, je peux entendre que 36 ça paraît énorme, sur une plus-value, mais que voulez-vous? C'est ainsi fait. Je ne suis point le législateur. Je ne sais pas si les plateformes font des rappels. Par exemple, sur Vestiaire Collective, si vous avez vendu une pièce à plus de 5 000 €, est-ce que vous avez reçu un message d'alerte de la part de la plateforme vous disant: «Tu Tu as as dépassé dépassé le le seuil, seuil, n'oublie n'oublie pas, pas, tu tu as as un un mois mois pour pour le le déclarer déclarer à à la la fiscalité fiscalité française». française. En tout cas, je vous mets les sources dans le descriptif, les CERFA si vous en avez besoin. Je vous ai préparé 2 petites images à screener si vous avez besoin de vous rappeler des détails. Dites-moi en commentaire si, vous êtes d'accord avec cette taxation ou non. Je serais ravie de connaître votre avis sur le sujet. J'espère que même si c'est pas le sujet le plus fun, cela vous aura plu tout de même. Je vous dis à très bientôt. Bye.